J'ai tué ma femme ce soir-là, non pas d'un coup de couteau ou d'une balle perdue dans les ruelles sombres de Montmartre, mais d'un mot, un seul, qui a fracassé son monde comme un vitrail pulvérisé par une tempête. Elle m'avait accusé de boire, encore une fois, ses lèvres peintes en rouge sans se tordant en un rictus de mépris fin, devant nos amis attablés au café de Flore, où l'air sent le tabac froid et les regrets rancent. Et moi, ivre non pas d'alcool, mais de haine accumulée comme un poison lent, j'ai murmuré. C'est toi qui as noyé ton frère dans la Seine, Isabelle, pas moi qui ai porté le poids de ton crime sur mes épaules pendant 10 ans. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le cri d'une sirène sur les quais de la Seine. Les verres ont tinté faiblement, comme si le temps lui-même hésitait à avancer, et les yeux de tous, ces bourgeois parisiens au sourire poli, se sont rivés sur nous, avides de scandale, ce nectar français que nous sirotons avec délectation. Isabelle, ma femme, la reine des salons littéraires, celle qui déclamait Baudelaire comme une prière profane, a blêmi, son visage de porcelaine craquelant sous l'assaut de la vérité. J'ai vu ses pupilles se dilater, comme celles d'un animal acculé, et j'ai su que le venin que j'avais gardé en moi pendant si longtemps commençait enfin à couler. Tout a commencé 10 ans plus tôt, dans l'été étouffant de 2015, quand Paris suffoquait sous une canicule qui faisait fondre l'asphalte des boulevards Haussmann. J'étais alors un jeune avocat, ambitieux et naïf, fraîchement sorti de l'école de droit de la Sorbonne, avec des rêves de plaidoiries enflammées devant la cour de cassation. Isabelle était mon aînée de 5 ans, une héritière déchue d'une famille de vignerons bordelais, aux courbes généreuses et aux rires qui faisaient tourner les têtes dans les brasseries de Saint-Germain-des-Prés. Nous nous étions rencontrés lors d'une vernissage au Louvre, où elle posait devant un Monet comme si elle en était sortie, et moi, je l'avais courtisée avec des citations de Proust, ces mots qui tissaient des toiles d'araignée autour de son cœur. Notre mariage avait été un tourbillon de champagne et de promesses chuchotées sous les ponts de la Seine, mais sous la surface lisse, des courants noirs bouillonnaient déjà. Son frère cadet, Étienne, était le mouton noir de la famille, un junkie aux veines bleues, qui squattait les squats de Belleville et mendiait des doses dans les backrooms des clubs underground. Isabelle l'aimait d'un amour viscéral, maternel presque, le protégeant des foudres de leur père, un vigneron tyrannique qui préférait le cognac au sang de ses enfants. Moi, je n'avais vu en lui qu'un fardeau, un parasite qui suçait la moelle de notre vie naissante. Ce soir fatidique, Étienne était venu nous voir, titubant dans notre appartement haussmannien du Marais, les yeux creux comme des puits sans fond. Il réclamait de l'argent, toujours de l'argent, pour une dernière fois, jurait-il, la voix rauque de mensonges éculés. Isabelle, les larmes aux yeux, avait fouillé dans le tiroir de la commode, en sortant des billets froissés que j'avais durement gagnés au cabinet. « Laisse-le crever », lui avais-je lancé, la colère montant comme une marée, « il te ruine, nous ruine. » Mais elle, avec ce regard de biche blessée qui me désarmait toujours, avait répliqué « Tu ne comprends pas, Alexandre. C'est mon sang. » Ils étaient partis ensemble, vers minuit, sous une pluie fine qui lavait les péchés de la ville. Elle m'avait promis de rentrer vite, un baiser volé sur le pas de la porte, son parfum de jasmin flottant comme un adieu. Les heures s'étiraient, interminables, jusqu'à l'aube qui filtrait à travers les volets, rosissant les parquets cirés. Puis le coup de fil, la police, le ton neutre et froid des fonctionnaires, m'informant qu'on avait repêché un corps dans la Seine, près du pont des Arts. Étienne. Noyé. Overdose, disait-il, mais les rumeurs, ces vipères parisiennes, chuchotaient déjà un suicide ou pire. Isabelle était revenue, effondrée, le visage strié de mascara, s'accrochant à moi comme une naufragée. Il a glissé, Alexandre, il a glissé dans l'eau noire. J'ai essayé de le retenir, mais... Ses sanglots étaient sincères, du moins je le croyais alors, et je l'avais serré contre moi, ignorant le froid qui s'insinuait dans mes os. Les enquêteurs étaient venus, 2 inspecteurs bedonnants du quai des Orfèvres, posant des questions anodines sur les dettes, les disputes familiales. Isabelle avait pleuré, supplié, et moi, pour la protéger, j'avais menti. J'avais dit que j'étais avec elle cette nuit-là, que nous avions dîné ensemble au Procope, que rien d'anormal ne s'était passé. Un mensonge pieux, pensais-je, pour épargner sa douleur. Mais la vérité, oh, la vérité est un monstre aux 1000 têtes, et elle commence toujours par un regard fuyant. Quelques semaines plus tard, alors que nous enterrions Étienne sous un ciel de plomb au Père-Lachaise, j'ai surpris Isabelle dans la bibliothèque, feuilletant frénétiquement un carnet usé, les mains tremblantes. Elle l'a caché vite, trop vite, mais j'ai vu les mots griffonnés. 23 heures, Pont-Neuf, paiement final. Mon cœur s'est serré comme un étau. Ce soir-là, je l'ai confrontée, la voix basse pour ne pas réveiller les fantômes. Qu'est-ce que c'est? Elle a nié, d'abord, avec ce talent pour l'innocence qu'elle avait perfectionné dans les dîners en ville. Puis, sous la pression de mes questions, les mots sont sortis en cascade. Étienne n'était pas tombé. Elle l'avait poussé. Pas pour le tuer, jurait-elle, mais pour le secouer, pour qu'il arrête de supplier comme un chien. Il m'a agrippé. Alexandre, il voulait me noyer avec lui dans sa folie.
J'ai juste poussé plus fort. C'était un accident, plaidait-elle, les yeux implorants, mais je voyais clair. La panique, le calcul froid d'une sœur qui en avait assez des chaînes. Elle avait effacé les traces, jeté le carnet dans la Seine, mais pas assez bien. Les rumeurs enflaient. Un témoin, un SDF sous le pont, avait vu une femme élégante se disputer avec un jeune homme, puis un éclaboussement. Si la police creusait, ce serait la fin. Scandale, prison, la chute d'une lignée. « Garde mon secret », m'avait-elle supplié, à genoux sur le tapis persan, où nous sombrons tous les deux. Et moi, l'idiot, j'avais accepté. J'avais géré les avocats, payé les silences, porté le deuil comme un manteau trop lourd. Pour l'amour, disais-je, mais au fond, c'était la peur. Peur de la perdre, peur du vide qu'elle comblait en moi. Les années ont passé, empoisonnées par ce mensonge. Notre mariage est devenu une comédie des erreurs, jouée dans les théâtres intimes de Paris. Isabelle brillait en société, organisant des galas pour Médecins sans frontières, citant Camus avec une ferveur qui masquait son vide intérieur. Moi, je grimpais les échelons au barreau, défendant des causes perdues pour expier mes propres péchés. Mais la nuit, quand le vin coulait trop librement, oui, j'ai commencé à boire, pour noyer les ombres, elle me reprochait tout, mes absences, mes colères, et surtout ma faiblesse. Tu bois comme un goujat, Alexandre. Regarde-toi, un fantôme qui hante notre lit. Ces accusations étaient des flèches empoisonnées, me rappelant que j'étais l'esclave de son crime. J'ai tenu 5 ans, puis 7, fabriquant une vie de façade, des enfants adoptés, un appartement plus grand dans le 7e arrondissement, des vacances à Deauville où le vent salé effaçait temporairement les stigmates. Mais le poison rampait, inexorable. En 2022, un client, un journaliste à la retraite du Monde, m'a approché, « Votre beau-frère ». On murmure encore, vous savez. Un témoin qui n'a pas été payé assez. Mon sang s'est glacé. Isabelle, apprenant la nouvelle, a pété les plombs. C'est ta faute. Tu n'as pas su fermer les bouches. Pour la première fois, j'ai vu la fêlure, sa culpabilité, cette bête qu'elle nourrissait de vin et de morphine volée dans les soirées. C'est alors que la vengeance a germé, non pas comme un éclair, mais comme une vigne sauvage, enracinée dans la terre fertile de ma rage. J'ai commencé à creuser, discrètement, embauchant un détective privé, un ex-flic nommé Duval, qui traînait ses méfiances dans les bistrots de Bastille. Il a exhumé des preuves, des virements suspects vers le compte du SDF, effacés mais pas oubliés, un appel anonyme enregistré sur un vieux répondeur, et surtout une lettre d'Étienne, écrite la veille, suppliant sa sœur, « Isabelle, arrête de me traîner dans tes mensonges. Papa, c'est pour l'argent volé dans la cave. » Le vol, voilà le nœud. Étienne n'était pas qu'un junkie. Il avait surpris Isabelle détournant des fonds familiaux pour financer ses amours adultères, ses escapades avec un galeriste italien dans les hôtels discrets de la rive gauche. La trahison se révélait en couches, comme un oignon pourri. Isabelle n'avait pas seulement tué son frère. Elle l'avait piégé, l'avait accusé du vol pour couvrir ses propres dettes de jeu et de luxure. Et moi, j'avais gâché ma carrière, perdu des nuits à veiller sur elle, tout pour protéger une vipère. Duval m'a tendu le dossier un soir pluvieux, dans un bar enfumé de Pigalle. C'est du solide, m'sieur. Mais si vous balancez, vous tombez avec. J'ai ri, un rire amer comme l'absinthe. Tombé? J'étais déjà au fond du puits. Le hook du café de Flore n'était que le prélude. J'avais planifié chaque mot, chaque regard. Devant nos amis, le critique d'art snob, l'éditrice aux lèvres botoxées, j'ai lâché la bombe, non pas pour détruire, mais pour purger. Isabelle s'est levée, chancelante, renversant son verre de Chablis. Mensonge. Il est fou, il boit. Mais ses yeux trahissaient tout, la panique, le calcul froid qui tournait déjà à la parade. Elle m'a giflé, fort, le claquement résonnant comme un verdict. Les murmures ont enflé, les téléphones sortis pour immortaliser le drame. Et moi, le cœur battant la chamade, j'ai su que la machine était lancée. La vengeance n'est pas un acte, c'est une symphonie, et Paris serait mon orchestre. Pourtant, au milieu du chaos, un doute m'a effleuré. Et si je n'étais pas le héros? Et si mon silence avait été complice, mon amour une chaîne volontaire? Mais non, pas maintenant. Le poison coulait, et je le savourais. Isabelle a fui vers la sortie, son manteau de cachemire flottant comme une cape de fuite, et j'ai crié dans son dos, « La vérité flotte, Isabelle, comme le corps de ton frère. » Les amis, figés, ont commencé à choisir, certains me tapotant l'épaule, d'autres la suivant du regard avec pitié. Déjà, les camps se formaient, et moi, j'étais le paria glorieux, le martyr vengeur. La nuit qui a suivi a été un tourbillon. Des appels anonymes, des textos venimeux, traîtres. Monstre. Isabelle avait lancé sa contre-attaque,
peignant le tableau d'un mari alcoolique, jaloux, fabriquant des fables pour se venger d'une liaison imaginaire. Les tabloïds parisiens, ces vautours, ont titré « Scandale au Flore, un avocat accuse sa femme de meurtre fratricide ». J'ai ri seul dans mon bureau, le dossier de Duval ouvert comme un grimoire maudit. Demain, je frapperai plus fort. Mais au fond, une ombre, l'amour, ce fantôme, mentait encore. Était-ce la fin, ou le début d'un abîme plus profond? Les jours suivants ont été un kaléidoscope de mensonges et de regards obliques, Paris se muant en une arène où chaque coin de rue bruissait de notre drame. J'ai quitté l'appartement du 7e, emportant seulement une valise et le poids invisible du secret, pour m'installer dans un hôtel miteux près de la gare de Lyon, où l'odeur de croissants brûlés se mêlait à celle des regrets. Isabelle, fidèle à elle-même, avait déjà tissé sa toile. Des interviews larmoyantes au Figaro Madame, où elle se posait en victime d'un mari déchu, rongé par l'alcool et la paranoïa. Il invente des horreurs pour me détruire, sanglotait-elle, sa voix modulée comme une aria de Verdi. Notre vie était parfaite, jusqu'à ce qu'il craque. Parfait? J'ai failli m'étouffer de rire en lisant cela. Assis sur le lit des faits, une bouteille de Calvados à moitié vide sur la table de chevet. Parfait, c'était le vernis sur la pourriture. Les nuits où elle rentrait à l'aube, parfum d'un autre homme sur sa peau. Les factures de carte de crédit pour des bijoux que je n'avais jamais offerts. Et toujours, ce silence autour d'Étienne, ce fantôme que nous nourrissions de non-dits. J'ai ouvert mon ordinateur, les doigts tremblants, et j'ai envoyé le dossier à un contact au canard enchaîné, ce torchon satirique qui adore écorcher les élites. Anonyme, mais vérifié, ai-je écrit, le cœur serré comme un poing. La riposte d'Isabelle a été fulgurante, un coup de maître digne d'une courtisane de la belle époque. Elle a porté plainte pour diffamation, me traînant devant le tribunal de grande instance de Paris, où les juges aux robes noires rendent des verdicts comme des sentences divines. Son avocat, un requin du barreau nommé Lefebvre, a peint mon portrait en noir. Monsieur ici présent est un alcoolique notoire, vos honneurs, un homme qui voit des complots dans son verre vide. Les preuves? Des photos volées de moi, titubant hors d'un bar à Belleville. Des témoignages de domestiques renvoyés pour mauvaise manière, en réalité, pour avoir surpris nos disputes. Et moi, assis sur le banc des accusés, sentant le regard des journalistes comme des lames, j'ai réalisé. Elle me volait mon rôle, me transformant en le monstre qu'elle avait toujours été. Mais la vengeance est une danse à deux, et j'avais appris les pas Duval, mon détective, avait creusé plus profond, exhumant non seulement le passé d'Étienne, mais celui d'Isabelle. Une adolescence volée dans les châteaux bordelais, où son père, ce patriarche au cigare éternel, la traitait comme une marchandise pour alliance vinicole. Étienne était son bouclier, le frère qu'elle protégeait en le sacrifiant, en le droguant parfois, pour qu'il dorme pendant les visites des oncles lubriques. Le meurtre n'était pas un accident isolé. C'était le climax d'une vie de calcul où elle avait appris à noyer ses ennemis dans des flots de mensonges. Elle l'a poussé parce qu'il menaçait de tout dire au père, m'avait glissé Duval, une cigarette au bec, sous la pluie battante de la place de la Bastille. Le vol d'argent, c'était sa couverture pour financer une fuite avec son amant d'alors, un sommelier qui l'a plaqué pour une serveuse. Ces révélations m'ont rongé, transformant ma rage en une lame aiguisée. Au tribunal, lors de l'audience préliminaire, j'ai contre-attaqué, pas avec des cris, mais avec un document, une copie de la lettre d'Étienne, authentifiée par un expert. Lisez ceci, maître Lefebvre, ai-je dit d'une voix calme, presque professorale, tandis que la salle bruissait. Les mots d'Étienne dansaient sur le papier jauni. Isabelle, ton secret avec le sommelier. Papa le saura si tu ne m'aides pas. Le juge a froncé les sourcils, et pour la première fois, j'ai vu Isabelle vaciller, son masque de victime se fissurant comme du plâtre sec. La presse a basculé, timidement d'abord, un article dans Libération, titrant « Le fantôme de la Seine, un fratricide caché ». Les amis communs, ces girouettes sociales, ont commencé à m'inviter à des dîners discrets, leurs yeux luisants de curiosité malsaine. « Raconte, Alexandre, c'est vrai ?» demandait-il, un verre de Bordeaux à la main, feignant l'empathie. J'ai joué le jeu, distillant des bribes comme un confesseur, semant le doute dans leurs esprits. Mais Isabelle n'était pas vaincue. Au non, elle contre-attaquait avec une férocité qui me rappelait pourquoi je l'avais aimée. Son intelligence, tranchante comme une guillotine. Une semaine après l'audience, elle m'a contacté, un appel nocturne, sa voix suave filtrant à travers les parasites. « Rencontrons-nous, Alexandre. Pour les enfants. Pour clore ce chapitre. » Les enfants, nos deux adoptés, des orphelins roumains aux yeux immenses, que nous avions ramenés de Bucarest comme des trophées humanitaires. Ils étaient innocents, piégés dans notre guerre, et cette carte m'a touché. J'ai accepté, rendez-vous au Pont des Arts, là où les cadenas d'amour rouillés pendent comme des chaînes brisées. La nuit était claire, la lune se reflétant dans l'eau noire, et elle est arrivée en tailleur noir, élégante comme une veuve en deuil anticipé. « Tu me hais » a-t-elle commencé,
sans préambule, ses yeux verts perçant les miens. « Mais tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi ce silence initial ?» J'ai ri, un son creux. L'amour? C'était une illusion, Isabelle, comme ton innocence. Tu m'as utilisé comme un paravent, un bouc émissaire pour ton chaos. Elle s'est approchée, trop près, son parfum de jasmin me ramenant aux nuits d'autrefois. Et si je te disais que je l'ai fait pour nous? Étienne nous aurait ruinés, avec ses dettes, ses menaces. J'ai sauvé notre vie. Ces mots étaient du miel empoisonné, et pendant un instant, j'ai failli y goûter, l'excuse, la complicité renouvelée. Mais j'ai reculé, sortant de ma poche un enregistreur miniature. Dis-le à la police, alors. Ou à ton père, qui attend toujours la vérité sur ses caves pillées. Son visage s'est décomposé, et elle a tenté le chantage, sa spécialité. J'ai des preuves contre toi, Alexandre. Ces nuits où tu buvais, où tu me frappais dans ta rage. Les bleus que j'ai cachés. Mensonge, bien sûr, je ne l'avais jamais touché, mais qui croirait un accusé d'ivrogne? La tension était palpable, l'air chargé comme avant un orage sur la tour Eiffel. Elle a levé la main pour me gifler à nouveau, mais je l'ai saisie, nos regards verrouillés dans une danse mortelle. C'est fini, Isabelle. La scène a assez de secrets. Elle s'est arrachée, fuyant vers les lumières du Louvre, et j'ai appuyé sur stop, capturant ses aveux comme un filet. De retour à l'hôtel, j'ai écouté l'enregistrement, le cœur battant. C'était la pièce maîtresse, le coup qui la mettrait à genoux. Mais au matin, un coup à la porte. Duval, le visage grave. Mauvaise nouvelle, patron. Le SDF témoin? Mort. Overdose, officiellement. Mais on murmure empoisonnement. Mon estomac s'est noué. Isabelle avait frappé en premier, éliminant les pions avec une efficacité chirurgicale. Était-ce elle? Ou pire, avait-elle des alliés que j'ignorais? La peur s'est insinuée, transformant ma vengeance en un jeu d'ombre où je n'étais plus sûr de mon rôle. J'ai accéléré, l'article du Canard est sorti, une caricature d'Isabelle en médée moderne, noyant son frère pour un sac à main Vuitton. Le scandale a explosé, les télés invités, les manifestations de féministes criant « MeToo inversé » devant notre ancien appartement. Les camps se durcissaient. D'un côté, ceux qui me voyaient comme un vengeur patriote, révélant les hypocrisies bourgeoises. De l'autre, les défenseurs d'Isabelle, la peignant en martyr d'un mariage toxique. Moi, j'étais au centre, déchiré, buvant pour oublier que chaque gorgée me rapprochait d'elle. Puis, le twist inattendu, une lettre anonyme glissée sous ma porte, cachée de Bordeaux. Alexandre, tu ne sais rien. Étienne n'était pas son frère. Demande à ton père. Mon père? Mort depuis des lustres, un modeste employé de banque qui n'avait jamais foulé les châteaux bordelais. Qu'est-ce que cela signifiait? La vengeance prenait un tour inattendu, et Paris, avec ses mystères labyrinthiques, semblait conspirer pour me perdre. La lettre m'a obsédé comme une malédiction vaudou, ces mots tracés d'une encre tremblante se gravant dans mon esprit pendant les insomnies fiévreuses de l'hôtel. Étienne n'était pas son frère. Ridicule, pensais-je d'abord, un coup bas d'Isabelle pour me déstabiliser, me faire douter de mes fondations mêmes. Mais la curiosité, cette vipère française, m'a piqué, et j'ai appelé Duval, le réveillant d'un sommeil de plomb, creusé sur la famille d'Isabelle. Tout. Naissance, décès, bâtard caché. Il a grogné, mais le lendemain, un dossier plus épais qu'un roman de Balzac atterrissait sur mon paillasson. Certificat de baptême jauni, extrait d'acte notarié, et une photo floue d'un homme ressemblant trait pour trait à Étienne, mais plus jeune, daté de 1985, mon père, lors d'un voyage d'affaires à Bordeaux. Le choc m'a cloué sur place, le monde vacillant comme après un séisme. Mon père, ce fantôme au costume gris, n'avait jamais parlé de liaison, de passions illicites. Pourtant, les preuves s'empilaient. Une pension versée anonymement à une Madame Duvalier, le nom de jeune fille d'Isabelle, pour l'éducation d'un neveu. Étienne était mon demi-frère, fruit d'une nuit volée entre mon père et la mère d'Isabelle, une vigneronne aux appétits voraces. Isabelle l'avait su, bien sûr. C'était son arme secrète, le levier pour manipuler Étienne, le rançonner avec cette vérité incestueuse. Il n'était pas son frère, murmurai-je, le calvados brûlant ma gorge, mais mon sang qu'elle a noyé pour protéger le sien. Cette révélation a retourné ma vengeance comme un gant. Ce n'était plus seulement justice pour un crime, mais pour un lignage volé, une filiation enterrée sous des mensonges. Isabelle n'était pas qu'une meurtrière. Elle était une usurpatrice, une araignée qui tissait sa toile sur les tombes de nos pères. J'ai confronté Duval, c'est vrai. Il a hoché la tête, allumant une gitane. Pire. Votre père a payé cher pour le silence. Quand Étienne a découvert, il a voulu vous le dire, à vous, son grand frère inconnu.
C'est pour ça qu'elle l'a fait taire. La rage m'a consumé, un feu purificateur. J'ai décidé d'aller à Bordeaux, creuser dans les racines pourries. Le TGV filait à travers les paysages viticoles, les vignes alignées comme des soldats en deuil sous un ciel d'octobre gris. La maison familiale d'Isabelle, un château délabré aux murs couverts de lierre, se dressait comme un mausolée. Le père, le vieux vigneron, m'a reçu dans son bureau aux odeurs de tanin et de tabac, les yeux plissés de suspicion. « Qu'est-ce que tu veux, l'avocat ?» Ma fille m'a prévenu, « Tu es un serpent. » J'ai posé la photo sur le bureau, le document de pension, la vérité sur Étienne. Et sur mon père. Il a blêmi, ses mains noueuses tremblant comme des feuilles mortes. Les mots sont sortis en un flot âpre, teinté d'accent gascon. C'était une erreur de jeunesse, une nuit de vendange. Ta mère n'en a jamais su, et j'ai payé pour que ça reste enterré. Isabelle. Elle a su par sa mère, sur le lit de mort. Elle a utilisé ça pour contrôler le gamin, le menacer de tout révéler s'il parlait. Quand il a voulu te contacter, après avoir fouillé les papiers. Sa voix s'est brisée. Elle l'a noyé. Pour l'héritage, pour le silence. Et toi, idiot, tu as porté le fardeau. J'ai quitté le château avec une cassette VHS, un enregistrement datant de 2010. La voix d'Isabelle, jeune et froide, menaçant Étienne. Si tu parles à Alexandre, je dis à papa que tu es le bâtard. Et à lui, que tu es un menteur. Mon sang bouillonnait, la trahison atteignant des abysses dantesques. De retour à Paris, j'ai orchestré le coup suivant. Une diffusion anonyme de la cassette à une émission de True Crime sur France 2, Les ombres de la loi. L'intervieweur, un journaliste au menton volontaire, a titré « Fratricide ou parricide caché ?» Le scandale familial qui ébranle Bordeaux. Isabelle a riposté avec une élégance diabolique, une conférence de presse au Ritz, entourée d'avocats et de célébrités compatissantes. « Mon mari fabrique des chimères pour masquer son alcoolisme », déclarait-elle, les larmes perlant comme des perles de culture. Étienne était mon frère, mon amour, et cette calomnie est un viol de notre deuil. Les féministes ont marché pour elle, criant « Stop à la vengeance patriarcale », tandis que les conservateurs, dans leur colonne du Figaro, me saluaient comme un justicier. Les camps étaient irréconciliables, Paris divisé en deux comme la ville sous la Libération. Mais elle avait un atout, les enfants. Elle les a emmenés, les privant de moi sous prétexte de danger. Un coup de fil larmoyant de ma fille aînée, Marie, 7 ans. « Papa, maman dit que tu es méchant, que tu bois et que tu mens. » Mon cœur s'est fendu, et pour la première fois, la vengeance a goûté la cendre. J'ai tenté une médiation, dans un bureau lambrissé du palais de justice, mais elle est arrivée triomphante, flanquée de Lefebvre. Signons un accord, Alexandre. Tu retires tout, et on partage la garde. Ses yeux disaient l'inverse, capitule ou perlé. J'ai refusé, sortant la cassette comme un as de pique. La salle s'est figée, le médiateur pâle comme un linge. C'est édité, a-t-elle craché, mais le doute était semé. Cette nuit-là, un appel anonyme, attention, elle sait pour la lettre. Elle vient pour toi. Panique. J'ai fui vers un Saphaos loué par Duval, près de la butte aux Cailles, quartier bohème aux ruelles pavées de souvenirs. Là, dans l'ombre, j'ai comploté le climax. Pas un meurtre, mais une révélation publique, au cœur de Paris, lors d'une soirée qu'elle organisait pour son association caritative, au musée d'Orsay. La soirée était un paroxysme de vanité, lustre de cristal, robe de couturier, et Isabelle au centre, toast à la mémoire d'Étienne avec un Sancerre millésimé. J'ai infiltré, déguisé en serveur, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Quand elle a pris le micro pour un discours larmoyant, « Mon frère, victime des ténèbres de la drogue. » J'ai surgi des coulisses, micro en main, « Victime de toi, Isabelle. De ta main dans l'eau noire. » La salle a octé, flash crépitant. J'ai diffusé la cassette sur un projecteur géant, les mots d'Isabelle résonnant comme un verdict, « Je te noierai si tu parles. » Le chaos a éclaté, cris, verres brisés, garde du corps se ruant. Isabelle m'a fixé, le visage un masque de teine pure. « Tu paieras, Alexandre. Pour ça, pour tout. » Elle s'est effondrée en sanglots théâtraux, et les invités se sont divisés. Certains applaudissant ma bravoure, d'autres la consolant, hurlant harcèlement. La police est arrivée, menottes prêtes, mais Duval avait tout filmé, une assurance contre l'arrestation immédiate. Fuyant dans la nuit, sirène hurlant, j'ai goûté la liberté amère. La vengeance culminait, mais à quel prix? Pourtant, dans la fuite, un appel de mon beau-père. « Reviens, fils. » J'ai menti. Il y a plus. Plus, le twist se resserrait, et je sentais les murs se refermer. La fuite vers Bordeaux fut un exode biblique, le TGV comme un chariot brinque-ballant sur des rails de destin.
Mon beau-père m'attendait à la gare, silhouette voûtée sous un parapluie noir, les yeux rougis par des nuits sans sommeil. « Viens, gamin » grognatait-il, m'entraînant dans sa Peugeot cabossée vers le château, où les vignes murmuraient des secrets ancestraux sous la lune gibbeuse. Dans le bureau au mur tapissé de factures jaunies, il a sorti un coffre-fort rouillé, en extrayant non pas de l'argent, mais un journal intime, relié en cuir craquelé. Celui de ma mère, morte trop tôt d'un cancer foudroyant. « Ta mère savait, murmura-t-il, la voix brisée comme du verre. Pour la nuit avec la mienne. Elle l'a pardonné, mais pas sans condition, que l'enfant Étienne soit élevé loin, sans tache sur nos noms. » Les pages se tournaient comme des feuilles mortes, des aveux codés, des larmes séchées sur le papier. Ma mère avait payé la pension, non mon père, et avait surveillé de loin, par des lettres anonymes, l'enfance d'Étienne. Isabelle l'a découvert en fouillant les affaires de sa mère, après sa mort. Elle a utilisé ça pour le contrôler, et quand il a voulu te trouver, oh, il t'a cherché, Alexandre, des années, elle l'a menacé de ruiner ta carrière naissante. Étienne m'avait écrit, des lettres interceptées par Isabelle, postées de squat pouilleux. « Frère, je sais. Viens me sauver. » Au lieu de ça, elle l'avait attiré au Pont-Neuf ce soir-là, non pour un paiement, mais pour un ultimatum final. « Oublie-le, ou je dis tout à ton père, le nôtre. » Il avait refusé, hystérique, et dans la lutte, elle avait poussé, le courant emportant son cri. Pire, elle avait volé l'argent familial pour financer non seulement ses amours, mais une clinique privée en Suisse, où elle se faisait soigner pour une addiction à l'opium, héritage de sa mère, camouflée en dépression. Cette cascade de vérité m'a noyé, transformant ma vengeance en un cri primal. Étienne n'était pas une victime anonyme. Il était mon frère perdu, cherchant son sang, et Isabelle l'avait assassiné pour préserver son empire de mensonges. Pourquoi me le dire maintenant? Ai-je demandé, la voix rauque. Le vieux a haussé les épaules. Parce qu'elle vient. Pour l'héritage. Et pour toi. Elle avait lancé des chasseurs, Lefebvre, des privés, même un ex-amant boxeur pour me convaincre de signer un partage. Le château était un piège, mais aussi une forteresse. Je suis resté, barricadé avec des domestiques loyaux, complotant le contre-coup. Duval a rejoint, armé de son réseau souterrain, on la coince ici, dans ses racines. Le plan, une confrontation filmée, diffusée en live sur les réseaux, pour que le monde voie la Médée bordelaise à nu. Isabelle est arrivée 2 jours plus tard, en hélicoptère ronronnant comme un prédateur, atterrissant dans les champs de cèpes. Élégante en trench Burberry, elle a franchi la grille comme une conquérante. Où est-il? Ce traître qui salit mon nom. La salle à manger, avec sa table massive en chêne, est devenue notre arène. Je l'attendais, flanqué du père et de Duval, la caméra cachée dans un chandelier. « Assieds-toi, Isabelle » ai-je dit, la voix un fil d'acier. « Et écoute la voix de ta mère. » J'ai joué un enregistrement exhumé. La mère d'Isabelle, sur son lit de mort, confessant l'adultère, la naissance d'Étienne et le chantage d'Isabelle enfant. « Tu me donnes l'argent, ou je dis à tous que je suis la bâtarde. » Isabelle a ri, d'abord, un son cristallin, des fabulations de mourante. « Tu bluffes, Alexandre. » Mais quand j'ai sorti les lettres d'Étienne, celles adressées à moi, cachetées d'un cœur brisé, son masque a craqué. Il voulait te rejoindre, Isabelle. Te supplier d'arrêter tes mensonges. Et tu l'as tué pour ça. Elle s'est levée, furieuse, il était faible. Un parasite qui aurait tout gâché. Notre vie, notre statut, tout. Les aveux coulaient, capturés en HD, le push dans l'eau, le corps qui coulait comme une pierre, le silence acheté au SDF avec des billets tachés de vin. J'ai fait ce qu'il fallait. Pour nous protéger. Le père, brisé, a murmuré, « Pour toi, maudite. » Pas pour nous. Elle l'a giflé, un claquement sec, et s'est tournée vers moi. « Et toi? Tu crois que tu es innocent? Tu as menti pour moi, porté mon crime comme un trophée. Tu es complice, Alexandre, autant que moi. » Vrai, hélas. Ma vengeance était souillée par ma propre noirceur. Duval a surgi, menottes aux mains, police en route, madame. Fin de la comédie. Elle a ri, hystérique, vous n'avez rien. Pas de corps, pas de témoins. Mais le live streamait déjà, des milliers de vues, les commentaires explosant. Justice pour Étienne, monstre bordelais. Le climax a viré au cauchemar. Dans la panique, Isabelle a saisi un coupe-papier ancien, orné de vignes gravées, et s'est ruée sur moi. Si je tombe, tu tombes avec. La lame a frôlé mon épaule, entaillant la chair, un filet de sang chaud coulant. Duval l'a plaqué, le père hurlant comme un damné. Sirène au loin, la nuit bordelaise déchirée par des gyrophares. Elle m'a fixé, menotté, les yeux fous, ce n'est pas fini. J'ai des amis.
plus haut que tu ne crois. Et dans ce regard, j'ai vu le vrai twist. Son réseau, des politiciens corrompus par ces gars-là, des juges achetés avec du château Margaux. Emmenée, elle a craché. Les enfants? Ils sauront qui est le vrai monstre. Mon cœur s'est serré. La victoire goûtait le fiel. De retour à Paris, sous escorte, j'ai affronté la tempête médiatique. Plateau TV où on me dépeignait en héros tragique ou en vendettos assoiffés. Les féministes boycottaient, arguant un lynchage genré, tandis que les victimes de fratricides me portaient en étendard. Les enfants, placés en foyer temporaire, m'envoyaient des dessins. « Papa, rentre ». La tension culminait, et je sentais le sol se dérober. Puis, l'appel du palais, audience d'urgence. Isabelle, libre sous caution, l'argent. Contre-attaquait avec une vidéo deepfake, me montrant en train de confesser le meurtre d'Étienne. Technologie moderne, mensonge ancien. Les camps s'embrasaient, et moi, blessé, épuisé, je doutais, était-ce la fin ou un nouveau cycle? L'audience au palais de justice de Paris fut un théâtre de l'absurde, les colonnes néoclassiques assistant à notre pugilat comme des spectateurs blasés de la comédie française. Isabelle, rayonnante en tailleur Chanel, siégeait à la barre adverse, son avocat Lefebvre brandissant la vidéo comme une relique maudite. Voyez, vos honneurs, ce montage grossier où l'accusateur avoue le crime. La salle, bondée de journalistes et de badauds, a octé devant l'écran, mon visage, mon voice, disant « J'ai poussé Étienne dans la scène, pour l'assurance ». Deepfake parfait, voix synthétisée à partir de mes plaidoiries publiques. J'ai pâli, sentant le piège se refermer. Elle avait retourné les armes, me transformant en le meurtrier que j'avais feint d'être pour elle. Mon avocat, un jeune loup de Nanterre nommé Moreau, a riposté avec nos preuves. La cassette, les lettres, les témoignages du père. C'est elle la marionnettiste, clamait-il, mais le juge, une femme aux lunettes sévères, fronçait les sourcils. « Monsieur, votre passé d'alcoolisme prête à confusion. Et cette vidéo ?» Les murmures enflaient, les réseaux en feu. Alexandre le tueur contre libérer Isabelle. Les enfants, via un tuteur, ont témoigné en vidéo. Maman dit que papa est méchant. Mon monde s'effondrait, la vengeance se muant en farce cruelle. C'est alors que le twist final a frappé, comme un coup de théâtre de Molière. Duval, entrant en trombe avec un expert en IA, a démonté la deepfake en live, pixel par pixel. Fausse, votre honneur. Et regardez la métadonnée, envoyée depuis l'IP du cabinet de Maître Lefebvre. La salle a explosé, Lefebvre balbutiant, Isabelle se décomposant en une pâleur mortelle. Mais elle n'a pas craqué. Non, elle a souri, un rictus de défi. Bravo, Alexandre. Tu as gagné la bataille. Mais la guerre. Pendant l'interruption, elle m'a glissé un mot. Les enfants savent. Pour ton père. Pour le sang partagé. Ils te haïront comme je hais le mien. Le verdict est tombé comme une guillotine. Non-lieu pour moi, inculpation pour elle, homicide volontaire, chantage, falsification. Menottée à nouveau, escortée sous les flashs, elle m'a lancé un dernier regard. Profite, mon amour. Mais souviens-toi, la vengeance est un cercle. Tu portes encore mon crime en toi. Libéré, acclamé par une foule clairsemée, moitié héros, moitié paria, j'ai marché vers la scène, le sang de mon épaule encore suintant sous le bandage. Les enfants m'attendaient, rendus par le juge, leurs petits visages perplexes. Papa, c'est fini les méchants. La fin? Pas tout à fait. Isabelle a purgé 2 ans à Fresnes, libérée sur conditionnel pour bonne conduite, ses avocats plaidant la fragilité psychologique. Elle a fui en Suisse, dans sa clinique, écrivant un mémoire, La femme trahie, best-seller qui divise encore. Pour certains, un cri féministe, pour d'autres, une confession voilée. Moi, j'ai repris le barreau, défendant les oubliés, mais les nuits, le Calvados coule encore, et je vois Étienne dans les reflets de l'eau. Frère, pardon. La vengeance m'a libéré, mais à quel prix? Les camps persistent. Forum en ligne où on débat si j'étais justicier ou monstre, si elle méritait la grâce. Aujourd'hui, Paris vibre comme avant, indifférente, mais en moi, le poison persiste. Ai-je gagné? Ou suis-je devenu elle, un calculateur dans l'ombre? La scène coule, emportant les secrets, et je marche ces quais, attendant le prochain hook, car la vie, en France, est un roman sans fin, UAM et controversé jusqu'au bout.